Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils agissent en conséquence pour être des bons citoyens. Or, il y a beaucoup de phénomènes. Nous prenons les conséquences et on ne cherche pas la cause. C'est comme quelqu'un qui a du palu. Au lieu de donner du climat pour le soigner, on lui donne un ferrelgan seulement pour baisser la température. Et quelques temps après, il retombe malade. Dans notre société, la plupart des jeunes, beaucoup d'intellectuels, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ont le même point de vue que ce que donnent les médias, souvent les médias occidentaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui dépensent 1 milliard de dollars, l'équivalent de 1 milliard de francs CFA, uniquement pour diffuser les émissions que vous écoutez tous les matins? Avant, dès que les citoyens se réveillaient, ils prenaient Radio Mali. Qu'est-ce que Radio Mali est en train de dire? Mais jusqu'à une date récente, les intellectuels sont là. Dès que quelqu'un se lève, il branche RFI. Dès qu'il ouvre la télé, il regarde France 24. Mais il ne sait pas que derrière, on travaille son cerveau, on travaille son esprit. Ce pays-là met plus d'1 milliard de francs CFA pour ces petites émissions que vous écoutez. Vous grandissez et pour vous, la vérité, c'est ce qu'ils disent. Ils viennent négocier avec les gouvernements pour amener des antennes juste dans les villages. La vieille se lève, RFI et Réafo. Anya et France 24 là. Donc, les paroles de ces radios deviennent paroles d'évangile. BBC fait la même chose. La Voix de l'Amérique, la même chose. Est-ce que vous savez que dans la bataille idéologique que les pays se font, il y a toute une radio orientée sur un pays qui bombarde d'images, de sons, pour travailler les esprits des gens depuis leur enfance. Et quand ils grandissent, vous entendez beaucoup de gens au Mali dire « Ah, sans la France, on compte ces fins-là. Nous ne pouvons rien sans la France. » Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est à ceux qui croient. Je vais vous dire, le 15 septembre 1884, c'était une conférence à Berlin qu'on appelle la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique. Et c'est terminé en février 1985. Vous savez les résolutions principales de cette réunion concernant l'Afrique, c'est de dire nous allons apporter la mission civilisatrice. La France dit mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit nous allons exporter les 3 C, le christianisme, le commerce et la civilisation. 1. 2. Il y a 2 grands fleuves en Afrique, le Congo et le Niger. Nous y allons pour réglementer la circulation sur ces 2 grands fleuves. Voici ce qu'il y a dans les conclusions de la conférence de Berlin qui a dépassé l'Afrique. Nulle part, on a parlé de colonisation. Mais quand ils sont venus, on a tué des gens, on a opposé des frères. Quand un frère est chef de village, on appelle l'autre, on lui chuchote à l'oreille. C'est toi qui es le plus beau, c'est toi qui dois diriger le village. On te donne un fusil, fais tout pour le tuer. Quand il tue son frère, il vient rendre compte. Au moment du retour, on le tue. Donc la tribu reste sans chef. C'est comme ça qu'on a colonisé. Ils étudient les mentalités des tribus qui sont plus aptes à être prêts à la trahison. Des groupes ethniques très proches de la trahison. On travaille pour les avancer. Ceux qui aiment se battre, les plus braves, on les élimine. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Noirs ont aidé à éliminer le nazisme avec d'autres forces, parce qu'avant on a dit que le Noir n'est pas courageux. C'est le Blanc qui est courageux. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces guerriers africains? On leur a promis là-bas, après la liberté, on va vous aider à avoir l'indépendance. Mais tous ceux qui ont crié à ça, on les a éliminés.
Et l'illustration la plus farfette, c'était au Sénégal, à Tcharoy. Les soldats ont demandé leurs droits simples, comme les Français. On les a tous tués. Le résultat, c'est quoi? On a dépecé l'Afrique. On a pris le Congo, on l'a donné comme propriété privée à Léopold, le roi Léopold. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? On a tué les gens, on les a brûlés, on les a fait travailler. Mais on ne l'a jamais appelé dictateur chez eux. Mais les présidents qui sont venus là-bas, ceux qui ont rendu service à ce pays-là, on les a appelés après dictateurs quand ils n'avaient plus besoin d'eux. Le dictateur Mobutu Sese Seko, Mobutu c'est qui l'a amené. Tant qu'il servait leurs intérêts, il était bien. Quand on n'avait pas besoin de lui, on a commencé à l'appeler dictateur. Et tous les Africains sont rentrés là-dedans. C'est comme ça qu'on travaille l'esprit des Africains. Ils ont colonisé l'Afrique. Avant de partir, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils étaient obligés de décoloniser l'Afrique, sous la poussée nationaliste des Africains et l'appui des États-Unis et de l'URSS, qui voulaient que la France et les autres perdent les empires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de stratagèmes. Je vous parle juste du cas français. Parce que moi, je connais tous les autres cas, comment ils ont fait. Quand on a dit de décoloniser et partir, tout le monde est parti. La France a décolonisé, est partie pour mieux rester. En faisant quoi? C'est le Premier ministre français, Pierre Messmer, qui a piloté la décolonisation, qui était un gouverneur colonial, qui connaît la mentalité des Africains. Parce que beaucoup ne savent pas que quand tous les dirigeants français ont fui, quand la France était occupée, la capitale de la France libre, c'était en Afrique, c'était à Brazzaville, c'est pas à Paris. En 1944, la capitale de la France libre, c'est Brazzaville. C'est pas Paris. Tous les dirigeants ont fui où ils se sont donnés aux Allemands. Maintenant, quand il fallait aller à l'indépendance, ils ont négocié. Comment partir pour rester? Quand ils ont vu que les peuples n'étaient pas d'accord, ils ont commencé à manœuvrer avec les dirigeants. Et je vous dis ce que Pierre Messmer dit dans ses mémoires. Il dit qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la demandaient moins après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui voulaient que la France parte, on a organisé des élections, on les a fait perdre. Les pays où ils n'ont pas pu perdre, ils ont organisé la guerre civile. Ils ont brûlé des villages entiers, tué des milliers de personnes comme au Cameroun, en Algérie. Mais là où les gens ont accepté, ils ont donné l'indépendance pour mieux rester. Ils ont signé le pacte colonial, les forces militaires dans votre pays, le CFA. Vous savez, les piliers de la France-Afrique. C'est le CFA. C'est une partie de l'intelligence. Vous allez prendre dans un pays, sur les 80, sur 100 leaders politiques, vous avez 99, quelques, comme il ne peut pas y avoir un demi-leader. Sinon, vous avez peut-être un. Tous les autres, souvent 100%, ils sont d'accord avec eux. Et la hiérarchie militaire, ils essaient d'avoir des hauts gradés qui sont avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord avec un régime, le mécontentement est créé, on renverse le régime souvent. Souvent dans l'intérêt des populations, mais les gens ne comprennent pas. On a fait 30 ans, il y avait des chefs d'État qui les arrangeaient. Quand les chefs d'État ont commencé à dire non, à la fin des années 80, Houphouët-Boigny leur a dit, je ne parle pas de sa politique, mais il leur a dit, l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité.
Aujourd'hui, on fixe le prix des matières premières chez vous. Dans 30 ans, dans 40 ans, on va les fixer en Afrique. On ne parlera plus des matières premières, mais le prix de l'acier en Afrique. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, les Africains doivent faire que le prix du cacao soit fixé à Abidjan ou au Ghana. Le prix de l'or au Mali, au Ghana, en Afrique du Sud. Mais c'est chez eux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites Addissa, à la place de la mission civilisatrice, on a amené la démocratie. En 2 ans, tous les régimes ont été renversés. Parce que ces gens qui ont compris, il faut les enlever et amener d'autres. En s'appuyant sur des revendications légitimes de la population. Qu'est-ce qu'on a fait? La Banque mondiale et le FMI, ces organisations, ils ont cassé par 3 les prix des matières premières. Un gouvernement, par exemple, qui a 1000 francs, se retrouve avec 30 francs. La population est la même. Donc les bourses baissent, les salaires baissent, et les radios dont je vous ai parlé passent le temps à dire aux citoyens, tant que ce président-là ne parle pas, on ne peut pas augmenter vos bourses ni vos salaires. Et on a fait passer la démocratie pour la solution à tous les problèmes. Et dans tous les pays, les gens se sont soulevés. Tous les pays. Là où ça ne va pas, on a tué les dirigeants. Ils infiltrent la jeunesse, l'intelligentsia, l'armée, et ils créent des problèmes économiques. Tous les pays se sont retrouvés avec 2-3 moins de ressources. La même population. Les gens se sont engagés, on a renversé les régimes. Constatez seulement, tous les pays sans exception, je le dis haut et fort, où on a changé le président à la suite du sommet de la Baule, le pays n'a connu que la guerre civile et les coups d'État. Il n'y a pas un seul où on a changé le président après la Baule et qui sont dans la paix. Aucun. Vous pouvez les compter. Les seuls pays où tout n'a pas été détruit, c'est là où, pour une raison ou une autre, ils ont trouvé peut-être des compromis. En tout cas, le président n'est pas parti. On a dit aux gens que la démocratie, c'est la panacée à tout. 90, 2000, on a fait 30 ans. On constate quoi? Destruction des États, destruction de l'école, destruction de l'armée, problèmes ethniques, rébellion, guerre civile, terrorisme. Au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ils disent, ce n'est pas la démocratie. Les mêmes radios commencent à dire, vous les entendez maintenant dire, 40 ans de la famille Bongo au Congo. Mais Bongo, qui l'avait comme ami? Quand ils n'avaient plus besoin de nuit, ils n'ont même pas accepté qu'il aille se soigner chez eux. Un pays à côté de nous ici, ils l'ont utilisé, ils n'ont pas besoin du chef, ils ne peuvent même pas aller se soigner chez eux. Quand ils n'ont pas besoin de vous, vous avez fini leur travail. La guerre du Biafra, quand ils voulaient diviser le Nigeria, c'est des Africains qui ont servi de pont aérien pour diviser le Nigeria. Où sont partis ces chefs d'État? Quand ils ont besoin de vous, ils vous utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de vous, on organise dans la société même les conditions de votre départ. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis aux dirigeants africains, ne vous mettez jamais au service des puissances étrangères. Cherchez votre popularité auprès de votre peuple. Donc, au bout des 30 ans, coup d'État, guerre civile, rébellion, faillite de l'école, faillite de l'armée. Quand on détruit l'armée d'un pays, c'est une technique pour le soumettre. Parce que quand on sait que c'est fini, on soulève une rébellion et le pays est occupé. Sinon, le président fuit. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il y a le désordre. Et on dit, on vient pour lutter contre le terrorisme. Comme on est paniqué, on dit, alhamdulillah, ils ont commencé à venir.
Mais quand ils viennent, ils s'installent. François Hollande, pour nous tourner, il donne des belles phrases, c'est les plus beaux jours de ma vie politique, et on chante ça, parce que c'est ce que les Noirs aiment. On invite nos chefs d'État à Paris, on t'apporte sur les épaules, on dit démocratiquement élu, il y a les chevaux qui vous entourent. Bon, ça suffit. Vous venez faire le compte rendu au gouvernement, sur 30 minutes, le président fait 25 minutes. Ah, William Bogna, vraiment m'a bien accueilli, mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Il n'y a rien. Ils viennent, il dit aux Maliens, je viens pour 3 objectifs. Détruire le terrorisme, restauration de l'intégrité territoriale du Mali, appliquer les résolutions des Nations Unies. 2013. Les Maliens sont contents, ils donnent les noms de leurs enfants à Hollande, ils sont très contents, ils donnent les noms à Damien Boiteux. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 1893, le premier soldat qui a quitté Mopti pour la colonisation de Tombouctou, il s'appelait Boiteux. Décembre 1893. 120 ans après, on recommence la même chose. C'est un heureux hasard de circonstances, mais moi je rappelle juste pour que vous compreniez ce qui se passe. 2013, on chante, Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Takuba est venu à l'insu des Maliens. Quand on a interrogé le président français à l'OTAN, Takuba a-t-il une base légale? Il sort, il prend le micro, il dit les Africains, venez tous nous dire vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reste ou non? Tout le monde tremble, on va, on signe. Il dit bon, ils ont tous d'accord. Mais avant, personne n'était d'accord. Il l'a amené à l'insu de tout le monde. Personne n'a signé la présence de Takuba au début. Après, on a continué. On a voulu transformer le nord du Mali en un lieu où toutes les forces spéciales des pays européens, ils venaient s'entraîner au Mali. Ils ne voulaient plus partir. À un moment, le gouvernement de transition dit il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous venez faire. On a les dossiers. Il y a l'Espagne, il y a la Hongrie, il y a la Hollande, et puis il y a la Suède, disons. Les Suédois viennent, les Français leur disent venez, on les installe chez nous. On dit mais quelqu'un qui veut aller à Paris là, quand votre parent vous invite, il vous faut le visa après l'invitation. Ibeka les avait invités, mais c'est écrit dans les accords qu'il faut un visa, qu'il faut les conditions de déploiement de vos forces, il faut le dire au gouvernement. Ils ont refusé. Nous leur avons dit plier bagage. On a fait des mois. Finalement, le Parlement suédois a vu la position du gouvernement. Il a dit aux Hollandais, il faut rentrer. Donc les Suédois sont rentrés chez eux. Et on a mis fin à cette histoire de Takuba, qui n'apportait rien au Mali. Personne ne l'a étudié. On va prendre de l'argent dans les pays arabes. Après, on va peindre des vieux équipements pour les donner aux chefs militaires ici. Celui qui dit non, il voit le président, on te fait sauter. Parce que le président, ils ont son oreille. Parce qu'il est démocratiquement élu. Et chaque fois qu'ils veulent de quelqu'un, tu es démocratiquement élu. Et tu fais ce qu'ils veulent. Je viens de vous dire, chez nous, ils ont eu l'autorisation de venir au Mali. Mais ici, Assimi Goïta leur a dit, mais où est le visa? Ils n'ont pas le visa. On a dit, allez-y, retournez chez vous.